Le collier de feu ma femme était la seule chose qu'il me restait d'elle. Quand je ne l'ai pas trouvé, ma fille a dit, le collier a été vendu, j'avais besoin d'argent pour des vacances. Quand j'ai appelé le prêteur sur gage pour essayer de récupérer le collier, ils m'ont dit, monsieur, vous n'allez pas croire ce que nous avons trouvé en ouvrant le médaillon du pendentif. Je ne savais pas qu'il s'ouvrait. Alors que je cherchais le collier de ma défunte femme, la seule chose qu'il me restait d'elle, ma fille annonça froidement, le collier a été vendu. J'avais besoin d'argent pour des vacances. Choqué par sa trahison, j'ai appelé le prêteur sur gage pour le récupérer. Ils m'ont dit, monsieur, vous n'allez pas croire ce que nous avons trouvé en ouvrant le médaillon du pendentif. Ce secret a révélé la vérité sur ma famille. Avant de continuer, s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne et écrivez dans les commentaires qu'il est là où vous vous trouvez en ce moment. J'étais dans ma chambre, fixant le coffret de velours vide, mes mains tremblant contre le tiroir ouvert. La boîte était là comme une accusation, son intérieur en satin crème ne contenant que le fantôme de ce qui aurait dû s'y trouver, le collier d'Eleanor, la chaîne en or avec le médaillon en forme de cœur qu'elle avait porté chaque jour pendant 40 ans. Disparu. En bas, la voix de Jennifer a percé l'air matinal. Des ordres secs à propos du petit déjeuner. Le rire de Michael a retenti depuis le salon. Un commentateur sportif criait en fond sonore. La conversation téléphonique d'Amber est montée par l'escalier. Des plaintes sur le fait d'être coincé ici, sur Phoenix qui est ennuyeux, sur son envie de retourner en Californie. Aujourd'hui, c'était l'anniversaire d'Eleanor, 3 ans depuis son décès, et j'avais prévu de passer la matinée seul avec ce collier, le seul morceau d'elle qu'il me restait et qui semblait encore chaud. Au lieu de cela, je faisais face à cette boîte vide et au chaos de ma famille traitant ma maison comme leur hôtel personnel. J'ai sorti complètement le tiroir, vidant les chaussettes sur le lit. Rien. Je me suis mis à genoux, j'ai vérifié sous la commode. De la poussière et un vieux reçu. Ma poitrine s'est serrée. Je suis allé au placard, j'ai tapoté les poches des manteaux, vérifié les boîtes à chaussures sur l'étagère. Ma respiration s'est accélérée. La salle de bain ensuite. J'ai ouvert brusquement l'armoire à pharmacie, j'ai tiré les tiroirs sous le lavabo. Des cotons-tiges se sont éparpillés sur le carrelage. Où était-il? Où était-il? J'ai cherché dans des endroits impossibles. Le tiroir de la table de chevet que j'avais déjà fouillé 2 fois. Derrière la tête de lit, sous le matelas. Mes mains tremblaient de plus en plus fort maintenant. Ce tremblement constant de panique que je n'avais pas ressenti depuis l'hôpital, depuis ces dernières heures avec Eleanor, quand rien de ce que je faisais ne pouvait arrêter ce qui allait arriver. 42 ans de mariage. Et ce collier était tout ce que j'avais gardé. Ces vêtements donnés, ces livres offerts à la bibliothèque, ces outils de jardin rouillant dans la cabane parce que je ne pouvais pas me résoudre à les utiliser. Mais le collier, je le gardais dans sa boîte, en sécurité, intact, sauf les jours comme aujourd'hui où j'avais besoin de me souvenir de son visage. J'ai descendu les escaliers, chaque pas délibéré. Dans le salon, Michael était affalé sur mon canapé, les pieds sur la coudoir, un sac de chips en équilibre sur sa poitrine. Il n'a pas levé les yeux. J'ai enjambé les sacs de courses d'Amber regroupés près de l'escalier, j'ai contourné la table basse qu'elle avait déplacée. Jennifer se tenait au comptoir de la cuisine, le téléphone dans une main, un couteau dans l'autre, coupant des légumes avec une précision agressive. Tac, tac, tac. Jennifer, ai-je dit. As-tu vu? Je suis occupé, papa. Elle n'a pas levé les yeux. C'est important. Le collier d'Eleanor est. Regarde dans ta chambre. Tu as probablement oublié où tu l'as mis. Le couteau continuait de frapper la planche à découper. Tac. Tac. J'ai regardé dans ma chambre, ai-je dit, en m'efforçant de garder une voix calme. J'ai regardé partout. Le collier a disparu. Elle a soupiré. Cette expiration particulière qu'elle avait perfectionnée au cours des 2 dernières années depuis qu'ils avaient emménagé. Celle qui disait que j'étais un inconvénient, un fardeau qu'elle avait gracieusement accepté de porter. Personne ne veut de tes vieilles affaires, papa. C'était à ta mère. Ma gorge s'est nouée. La seule chose que j'ai gardée. Alors tu aurais dû y faire plus attention. Je suis resté là à la regarder couper le céleri en petits morceaux violents et quelque chose dans ma poitrine est devenu froid. Pas une colère chaude, mais froide, comme la température qui chute avant une tempête. Jennifer, s'il te plaît. Je me suis forcé à le dire doucement.
J'ai besoin de savoir ce qui lui est arrivé. Elle s'est finalement arrêtée, a posé le couteau, s'est tournée vers moi, et ses yeux ne contenaient aucune chaleur. Il n'en avait plus depuis des années, en réalité. Mais je m'étais menti à moi-même, n'est-ce pas? En me disant que c'était toujours ma fille, la fille d'Éléanore, la petite fille qui nous apportait des pissenlits du jardin. D'accord, dit-elle. Je l'ai vendue. Au prêteur sur gage Desert Something sur Thomas Road. Les mots n'ont pas eu de sens au début. Vendu. Ma fille avait vendu le collier d'Éléanore. Tu as fait quoi? Nous avions besoin de $800 pour Hawaï. Tu as dit non quand j'ai demandé, alors j'ai trouvé un autre moyen. Sa voix ne contenait aucune excuse, aucune reconnaissance qu'elle avait fait quelque chose de mal. Elle a repris le couteau, a recommencé à couper. Du salon, la voix de Michael est parvenue, paresseuse et satisfaite. Il était juste là, Wilbur. Éléanore est partie. Les morts n'ont pas besoin de bijoux. Il ne s'est même pas redressé pour le dire, a gardé les yeux sur la télévision, s'est gratté le ventre, a pris une autre poignée de chips. La nature désinvolte de son propos rendait la chose encore pire que s'il avait été en colère, conflictuel. C'était simplement évident pour lui. Bien sûr, il l'avait vendu. Pourquoi ne l'aurait-il pas fait? Dans l'escalier, Amber a ri. Ce son brillant et vide de quelqu'un qui trouve la douleur sincère hilarante. Papy, tu es dramatique. Ce n'est qu'un collier. Maman nous a offert des vacances géniales. Je l'ai regardé. Vraiment regardé. 23 ans, la petite fille d'Éléanore, et elle avait les mêmes yeux vides que sa mère. Quand cela s'était-il produit? Ou avais-je simplement refusé de le voir? Ta grand-mère l'a porté tous les jours pendant 40 ans, ai-je dit doucement. Amber a haussé les épaules, se détournant déjà, le téléphone de nouveau à l'oreille. Eh bien, maintenant quelqu'un d'autre pourra le porter. Le cycle de la vie ou un truc du genre. Je me tenais dans ma cuisine dans la maison qu'Éléanore et moi avions achetée en 1985, la maison que nous avions remplie de 42 ans de souvenirs, et je regardais ces trois personnes, ma fille, son mari, sa fille. Ils me fixaient avec l'expression collective de gens attendant qu'un inconvénient s'en aille. Je me suis retourné et je suis monté dans ma chambre, j'ai fermé la porte derrière moi avec un léger clic, je me suis assis sur le bord du lit. La boîte de velours vide était sur la commode où je l'avais laissée. Je l'ai prise, l'ai ouverte, l'ai refermée, l'ai ouverte à nouveau, l'ai refermée. Le mouvement mécanique a calmé quelque chose en moi. Ou peut-être que ce n'était pas du calme. Peut-être que c'était tout autre chose. Mes mains avaient cessé de trembler. Je suis resté assis là pendant un long moment. La boîte reposant sur mes genoux, j'ai senti quelque chose bouger dans ma poitrine. Pas une rupture. Je m'étais brisé il y a 3 ans, quand Éléanore est morte. C'était différent. C'était un apaisement, un durcissement, une clarté que je ne possédais pas une heure auparavant. Ils avaient vendu le collier d'Éléanore pour des vacances. Jennifer était entrée dans ma chambre, dans mon tiroir privé, avait pris la seule chose que je chérissais, et l'avait échangée contre de l'argent de poche, et Michael et Amber n'y voyaient aucun mal. Absolument aucun. Je me suis levé, j'ai soigneusement reposé la boîte sur la commode et j'ai attrapé mon téléphone sur la table de chevet. Mes mains sont restées stables pendant que j'ouvrais le navigateur et tapais « Prêteur sur gage Phoenix ». Mon doigt a survolé l'écran du téléphone, parcourant la liste des prêteurs sur gage disséminés dans Phoenix. La boîte de velours vide était posée à côté de moi sur le lit, petit témoin carré de ce que j'étais sur le point de faire. Ma main ne tremblait plus. Cela m'a surpris plus que toute autre chose ce matin-là. J'ai commencé à appeler. Le premier magasin, Lucky Star Pawn, ne l'avait pas. La femme qui a répondu avait l'air de s'ennuyer. Le deuxième, Cash Express, m'a mis en attente pendant 6 minutes avant de me dire non. Le troisième avait fermé définitivement. Le quatrième n'a pas répondu. J'étais assis sur mon lit pour chaque appel, décrivant le collier de la même manière à chaque fois. Chaîne en or, médaillon en forme de cœur, inscription à l'intérieur, pour toujours WE, 14 carats, probablement acheté hier. Chaque fois, je les remerciais poliment et passais au numéro suivant. La voix de Jennifer parvenait parfois d'en bas, donnant des ordres à quelqu'un. Les commentateurs sportifs de Michael fournissaient un fond sonore constant. J'ignorais tout cela. Le 6e appel a été différent. Desert Gold Pawn, ici Harold.
Je cherche un collier en or avec un médaillon en forme de cœur, ai-je dit. Il vous a été vendu hier. Une pause. Oh oui, je me souviens de cette pièce. Une magnifique fabrication. Êtes-vous le mari? Ma poitrine s'est serrée. Oui. Ma femme est décédée il y a 3 ans. Je suis vraiment désolé. Sa voix contenait une sympathie sincère. Monsieur, il y a quelque chose que vous devriez savoir sur ce médaillon. Je me suis redressé. Que voulez-vous dire? Quand je l'examinais, le médaillon s'est ouvert. Il y avait un petit mot à l'intérieur. La pièce a légèrement vacillé. Un mot? Je ne savais pas qu'il s'ouvrait. Je l'ai retiré avec précaution. Je ne voulais pas l'endommager. Il y a des chiffres écrits dessus. Quelque chose comme une banque. 40 ans de mariage, et je n'avais jamais su que le médaillon s'ouvrait. Éléanore l'avait porté contre sa peau chaque jour, et je n'avais jamais pensé à chercher un fermoir, jamais essayé de l'ouvrir. L'avez-vous dit à la femme qui l'a vendu, ai-je demandé. Elle était déjà partie. Honnêtement, je ne suis pas sûr qu'elle savait que le médaillon s'ouvrait non plus. Elle avait l'air pressée. Bien sûr qu'elle l'était. Jennifer se précipitant pour convertir les bijoux de ma femme en argent de vacances. Elle ne l'avait probablement même pas regardé de près, elle avait juste vu de l'or et des signes de dollars. Je dois le racheter, ai-je dit. Combien? Je lui ai donné $800. La juste valeur est plus proche de $1200. C'est de l'or 14 carats, et la fabrication est exceptionnelle. Je paierai les $1200. Puis-je le récupérer aujourd'hui? Venez quand vous voulez avant 18 heures. Je vous le garde. Et monsieur, il a fait une pause, je ne le revendrai à personne d'autre. Il est à vous. Je l'ai remercié, j'ai pris l'adresse, et je suis resté assis un moment, regardant le téléphone dans ma main. Éléanore avait caché quelque chose dans ce médaillon, un mot avec des informations bancaires. Que ne m'avait-elle pas dit d'autre? Je me suis levé, j'ai mis mon portefeuille et mes clés dans ma poche, et je suis descendu. La famille n'a pas levé les yeux quand j'ai traversé le salon. Les pieds de Michael occupaient toujours le canapé. Amber était penchée sur son téléphone sur le causeuse. Jennifer était quelque part à l'arrière de la maison. Je suis sorti par la porte d'entrée sous le soleil de novembre. Le trajet jusqu'à Midtown a duré 30 minutes. J'ai programmé l'adresse dans le GPS de mon téléphone et j'ai suivi la voie calme à travers des rues familières devenues étranges par la raison de mon déplacement. Des centres commerciaux, des garages automobiles et quelques palmiers occasionnels. Phoenix s'étalant, plat et beige dans toutes les directions. Desert Gold Pond occupait une vitrine d'angle entre un salon de manucure et un bureau de préparation de déclaration de revenus. Des barreaux aux fenêtres, mais des barreaux propres. Une enseigne soignée. Je me suis garé devant et je suis resté assis un moment, les mains sur le volant, pour me préparer. À l'intérieur, le magasin sentait le vieux cuir et le polish à métaux. Des vitrines en verre bordaient les murs, remplies de bijoux, de montres et d'appareils photo. Un petit homme d'une 50aine d'années se tenait derrière le comptoir, les cheveux gris soigneusement coupés, des lunettes de lecture sur le nez. « Monsieur Davis » a-t-il demandé. « C'est moi, Harold Chen. » Il a tendu la main et je l'ai serré. « Laissez-moi aller chercher votre collier. » Il a disparu dans une arrière-salle et est revenu avec un petit paquet enveloppé dans un tissu doux. Il l'a déplié avec soin sur le comptoir. Et il était là, le collier d'Éléanore, l'or captant la lumière fluorescente, exactement comme je m'en souvenais, contre sa clavicule chaque matin pendant 4 décennies. La jeune femme qui l'a vendu, a dit Harold doucement, début de la quarantaine, avait l'air pressé. Elle ne voulait pas négocier. Je lui ai donné $800 parce que c'est juste pour le poids, mais j'ai tout de suite su qu'il valait plus. Il a fait une pause. C'est votre fille? Je n'ai pas répondu à cela. J'ai juste sorti mon portefeuille et j'ai compté $1200 en billets. Harold avait déjà préparé les papiers. Il a poussé une petite enveloppe sur le comptoir. Le mot, dit-il. Je l'ai mis ici pour le garder en sécurité. Merci, ai-je réussi à dire. Prenez en soin cette fois, dit-il doucement. J'ai roulé 3 pâtés de maison avant de devoir m'arrêter. Mes mains tremblaient à nouveau, l'émotion revenant maintenant que la tâche était accomplie et que j'étais seul. Je me suis garé sur le parking d'un centre commercial, le camion face au soleil de l'après-midi qui filtrait à travers le pare-brise.
Le collier me semblait plus lourd que dans mon souvenir. Je l'ai tenu à la lumière, le tournant lentement, cherchant le fermoir dont Harold avait parlé. Là, si petit que je ne l'avais jamais remarqué. Une petite indentation sur le côté du cœur. J'ai appuyé avec mon ongle. Le médaillon s'est ouvert d'un coup. À l'intérieur, roulé de manière incroyablement serrée, un morceau de papier pas plus grand que l'ongle de mon petit doigt. J'ai utilisé mes ongles pour l'extraire, je l'ai déroulé avec précaution contre ma cuisse. L'écriture d'Eleanor, microscopique mais reconnaissable entre toutes. Bank of Arizona, coffre 4782. Je suis resté assis dans mon camion à regarder ces mots jusqu'à ce que le soleil se déplace et que le reflet sur le pare-brise devienne trop intense. Eleanor avait un coffre-fort à la Bank of Arizona, numéro de coffre 4782, et elle ne me l'avait jamais dit. J'ai conduit jusqu'à la maison dans un état second, je me suis garé dans l'allée, je suis passé devant ma famille, toujours planté dans les mêmes positions comme des meubles permanents, et je suis monté dans ma chambre. Je me suis tenu à la fenêtre, regardant le soleil descendre vers l'horizon, le collier serré dans une main, le mot dans l'autre. Qu'est-ce qu'Eleanor m'avait caché, et pourquoi? Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'étais allongé dans mon lit, retournant les questions encore et encore, le collier sur ma poitrine là où Eleanor le portait, sentant le léger poids de l'or, me demandant quels autres secrets elle avait gardés. Le matin est venu lentement. J'ai pris une douche, j'ai mis mes bons pantalons kaki et une chemise à boutons, et je suis allé en ville à l'agence principale de la Bank of Arizona sur Washington Street. Le bâtiment s'élevait sur 10 étages, de verre et d'acier, intimidant. Je suis entré par la porte tournante dans un hall en marbre qui résonnait de conversations feutrées et de talons claquants. Une jeune femme au bureau d'information a levé les yeux avec un sourire professionnel. Son badge indiquait Lisa. J'ai besoin d'accéder à un coffre-fort. Bien sûr. Avez-vous le numéro du coffre et une pièce d'identité? Je lui ai montré le certificat de décès d'Eleanor. Je l'avais apporté, un instinct me disant que j'en aurais besoin. Et mon permis de conduire. Lisa a examiné les deux avec soin. J'aurai besoin de votre pièce d'identité et du certificat de décès de votre femme. Vous êtes répertorié comme conjoint survivant. Oui. Marié 42 ans. Elle a tapé des informations dans son ordinateur, hochant la tête. Le coffre a été ouvert pour la dernière fois en 2019. Il y a 6 ans. Aucune activité depuis. 2019, Eleanor avait été diagnostiquée début 2022. Elle avait mis cela en place 3 ans avant de tomber malade, avant que l'un ou l'autre ne sache ce qui allait arriver. Ma femme est décédée en 2022, ai-je dit. Elle a dû mettre ça en place avant. Le masque professionnel de Lisa s'est légèrement adouci. Prenez tout le temps dont vous avez besoin dans la salle de confidentialité, Monsieur Davis. Je vais vous guider à travers le processus. Elle m'a conduit à travers une lourde porte dans une salle des coffres, des murs de tiroirs en métal, chacun avec 2 serrures. Lisa a utilisé sa clé et le numéro du coffre pour faire glisser un long conteneur en métal. Elle me l'a tendu, plus lourd que je ne l'attendais, et m'a guidé vers une petite pièce sans fenêtre avec une table et une chaise. Je serai dehors quand vous aurez terminé, dit-elle doucement, et elle ferma la porte. Je me suis assis seul, la boîte en métal sur la table devant moi, et je ne pouvais pas me résoudre à l'ouvrir. Mes mains reposaient de chaque côté, sentant le métal froid, et j'ai pensé à Eleanor, il y a 6 ans, venant dans cette même pièce, mettant quelque chose dans cette boîte, la fermant à clé sans me le dire. Finalement, j'ai soulevé le couvercle. Des liasses de billets, des billets de $100 dans des enveloppes, organisées avec des élastiques. J'ai compté rapidement, $20 000 au moins, peut-être plus, et en dessous de tout, une enveloppe scellée, mon nom écrit de la main soignée d'Eleanor. Wilbur. J'ai pris la lettre, je l'ai tenue contre ma poitrine les yeux fermés. Elle avait su, d'une manière ou d'une autre, elle avait su que quelque chose n'allait pas, su que j'en aurais besoin. Su que Jennifer? Mes mains ont trouvé le sceau de l'enveloppe. Je l'ai rompu avec précaution, j'ai déplié le papier à l'intérieur. Mes doigts ont rompu le sceau avec précaution, le papier crépitant dans le silence de la salle de confidentialité. J'ai déplié 2 pages couvertes de l'écriture d'Eleanor, cette écriture nette et mesurée que j'avais vue sur les listes de courses et les cartes d'anniversaire pendant 42 ans. Ma respiration est devenue courte alors que je commençais à lire. Mon très cher Wilbur, si tu lis ceci, c'est que je suis parti et que tu as trouvé ce que j'ai caché. La première ligne m'a frappé comme un coup physique.
Sa voix est venue si clairement que je pouvais presque l'entendre. Ce léger enrouement qu'elle avait développé dans la cinquantaine, la façon dont elle faisait une pause entre les pensées. J'ai économisé cet argent pendant 30 ans. De petites sommes de chaque salaire que tu n'as jamais remarqué. Ne sois pas en colère contre moi pour ce secret. Je l'ai fait parce que je t'aime et que je sais ce qui va arriver. J'ai lu plus vite, ma main tremblant contre le bord de la table. Jennifer a toujours été difficile. Tu te souviens quand elle avait 25 ans et qu'elle a exigé que nous payions son mariage, puis qu'elle n'a pas invité ton frère parce qu'il ne pouvait pas offrir un cadeau cher? J'ai vu sa vraie nature à ce moment-là, la façon dont elle traite les gens comme des transactions, la façon dont rien n'est jamais assez. Je m'en souvenais. Eleanor avait été contrariée pendant des semaines, mais j'avais écarté cela comme un stress normal de mariage, une tension mère-fille. J'avais trouvé des excuses à Jennifer. Après mon départ, elle ne te verra que comme une ressource à épuiser. Michael l'encouragera. Il a toujours été un profiteur. Tu le sais, même si tu ne veux pas le dire. Et Amber apprend de ses parents. Je suis désolé d'écrire ces choses, mais tu as besoin de les entendre. Ma mâchoire s'est crispée. Eleanor avait essayé de m'avertir subtilement au fil des ans, de petits commentaires que j'avais balayés comme des critiques excessives, comme une mère étant trop dure avec sa fille, mais elle avait vu clairement ce que j'avais refusé de reconnaître. Ces économies sont pour toi, mon cher. 27 000 $ pour te protéger quand tu verras enfin ce que j'ai vu. Ne les laisse pas faire de toi une victime. Tu es plus fort que tu ne le penses. Sois fort. Vis pour toi. La maison, l'argent, tout. C'est à toi. Tu as travaillé pour ça. Ne les laisse pas te le prendre par culpabilité ou par obligation. J'ai arrêté de lire, j'ai pressé la lettre contre ma poitrine. 27 000 $ plus ce qui était dans la boîte. J'avais compté rapidement, estimé plus de 20 000 $ de plus. Eleanor avait économisé près de 50 000 $ sans que je le sache. Comment n'avais-je pas remarqué? Toutes ces années où elle travaillait de nuit à l'hôpital, prenant des heures supplémentaires, et j'avais pensé que c'était juste son dévouement à son métier d'infirmière. Le dernier paragraphe. J'aimerais pouvoir être là pour te protéger, mais je suis sûr que tu sauras quoi faire le moment venu. Tu as toujours été réfléchi, méthodique, prudent. Utilise ces forces maintenant. Ne te laisse pas faire. Et sache que je t'aime plus que tout au monde. Pour toujours à toi, Eleanor. Je suis resté assis dans cette petite pièce et j'ai relu certains passages. L'incident du mariage, l'avertissement sur Michael, les instructions d'être fort. Chaque mot ressemblait à une validation dont j'ignorais avoir désespérément besoin. Eleanor avait tout vu, tout compris, et elle s'était préparée pour ce moment. J'ai plié la lettre avec précision, je l'ai placée dans la poche de ma veste, sur mon cœur. L'argent est resté dans la boîte, trop pour le transporter en toute sécurité, et je n'étais pas encore sûr de ce que j'allais en faire. Je me suis levé, j'ai repoussé la chaise, j'ai ouvert la porte. Lisa a levé les yeux de son bureau. Tout est fini, Monsieur Davis. Oui. Merci pour votre aide. De rien. Si vous avez besoin d'accéder à nouveau au coffre, appelez simplement à l'avance. J'ai traversé le hall en marbre, mais pas résonnant. Dehors, la lumière du soleil de l'après-midi m'a frappé comme un mur, dur et impitoyable. Je suis resté assis dans mon camion pendant 10 minutes, regardant à travers le pare-brise le mur de béton du parking en face de moi, sans vraiment le voir. Eleanor me soutenait toujours, même maintenant, même d'outre-tombe. J'ai touché le collier sous ma chemise, j'ai senti le métal chaud contre ma peau. Le retour à la maison s'est fait en pilote automatique. Feu de circulation, clignotant, voie de fusion. À un feu rouge sur Central Avenue, j'ai pressé la paume de ma main contre la lettre dans ma poche. Un klaxon a retenti derrière moi. Le feu était passé au vert. J'ai avancé, mon esprit traitant tout ce que j'avais lu. La maison avait l'air différente quand je me suis garé dans l'allée. Je suis resté assis à regarder par la fenêtre avant de sortir. Jennifer sur le canapé, les pieds repliés sous elle, le téléphone collé à l'oreille, riant de quelque chose. Michael affalé dans mon fauteuil inclinable. Le cadeau d'Eleanor pour notre 30e anniversaire. Le cuir marron usé à la forme de mon corps. Amber à la table de la cuisine. Des bouteilles de vernis à ongles éparpillés. Des boules de coton partout. Se vernissant les ongles en rose vif.
Ma maison, mon espace, occupé comme un territoire conquis. Je suis entré. Personne n'a levé les yeux. Jennifer a remarqué le collier en premier. La chaîne était visible à mon col là où je l'avais rentré dans ma chemise. Ses yeux se sont fixés dessus et son expression s'est durcie. C'est le collier de maman? Tu l'as récupéré. Je l'ai touché pour le protéger. Oui. Elle s'est levée, a baissé son téléphone. Donne-le. Nous l'avons vendu. Ça veut dire qu'il est à nous maintenant. Tu ne peux pas simplement le reprendre. Je l'ai racheté. J'ai payé 1200 $. Son visage a rougi. Avec l'argent de qui? Tu vis avec une retraite fixe. C'est notre héritage que tu gaspilles. Notre héritage. Comme si j'étais déjà mort. Comme si tout ce que je possédais leur appartenait déjà. Michael s'est relevé du fauteuil, s'est rapproché. Jennifer a raison. Tu dépenses de l'argent qui devrait revenir à la famille. C'était le collier de ma femme. Ta femme décédée, a-t-il dit nonchalamment, comme s'il commentait la météo. Tu dois passer à autre chose, Wilbur. Fais face à la réalité. La réalité? Oui, tu es vieux. Cette maison est trop grande pour toi de toute façon. Cède-la maintenant. Ça évitera des ennuis à tout le monde plus tard. Je l'ai regardé. Vraiment regardé, j'ai vu le calcul dans ses yeux, l'avidité à peine dissimulée. Il ne faisait même plus semblant. Aucun d'entre eux. De la table, Amber est intervenue sans lever les yeux de ses ongles. Papy, tu es égoïste. Maman et papa ont besoin de sécurité. Ils vivent ici sans payer de loyer. C'est ce que fait la famille. On prend soin les uns des autres. C'est ça que vous appelez prendre soin, ai-je demandé doucement. Personne n'a répondu. Jennifer a croisé les bras. La mâchoire de Michael se contractait comme s'il voulait en dire plus. Amber soufflait sur ses ongles mouillés. Je suis allé dans ma chambre et j'ai fermé la porte. Le doux clic du loquet a semblé définitif. Je me suis assis sur le lit, j'ai sorti la lettre d'Eleanor, je l'ai dépliée, j'ai relu le dernier paragraphe. Sois fort. Vis pour toi. J'ai soigneusement placé la lettre dans le tiroir de ma table de chevet. Sur mon bureau, j'ai pris un bloc-notes jaune et un stylo. Je me suis assis au bureau qu'Eleanor avait acheté dans une vente de succession il y a des années, la surface marquée mais solide. En haut de la première page, j'ai écrit « 17 mars, mesure prise ». En dessous, j'ai commencé une liste. Le premier point, 1. Tout documenté. Je me suis réveillé avant l'aube le 18 mars, le bloc-notes sur ma table de chevet rempli de notes de la nuit précédente. J'avais passé des heures après la confrontation à réfléchir, planifier, écrire, ma formation d'ingénieur me revenant. Identifier le problème, recueillir des données, élaborer des solutions, exécuter systématiquement. Je me suis habillé tranquillement dans le noir. La maison était silencieuse autour de moi, ma famille dormant encore après leur soirée de télévision et de plaintes. Je me suis déplacé dans le couloir comme un fantôme, chaque pas délibéré et doux. Dans le salon, j'ai photographié les affaires de Michael éparpillées partout. Des bottes de travail près de la porte. Il ne travaillait pas. Une veste jetée sur l'accoudoir du canapé. Des télécommandes. Des sacs de chips. Des canettes de bière sur la table d'appoint. Ma table basse poussée à 1 mètre de là où elle devrait être pour accueillir son étalement. La salle de bain ensuite. Le maquillage d'Amber couvrait chaque centimètre du comptoir. Des flacons de fond de teint, des rouges à lèvres, des palettes de fard à paupières, des pinceaux dans des gobelets. J'ai tout photographié. La chambre d'amis qu'Eleanor utilisait pour ses travaux manuels servait maintenant de placard à Jennifer. J'ai ouvert la porte, j'ai vu des portants de vêtements, des chaussures alignées contre le mur, j'ai photographié ça aussi. Dans la cuisine, j'ai ouvert le réfrigérateur. Chaque article acheté par moi. J'ai sorti le reçu de mon portefeuille. 243 $ d'il y a 3 jours. J'ai photographié la nourriture, puis le reçu à côté. La facture d'électricité était sur le comptoir. 287 $. Mon nom en haut, jamais remboursé. J'ai photographié cela aussi. De retour dans ma chambre à 6h30, j'ai transféré les photos sur mon ordinateur portable, j'ai créé des dossiers organisés par date et par catégorie.
Ce seraient mes preuves, indéniables, documentées. Au cours des 2 semaines suivantes, je suis devenu méthodique à ce sujet. J'ai fouillé mon classeur, j'ai sorti des documents que j'avais gardés organisés pendant des années. L'acte de propriété de la maison, acheté en 1985, remboursé en 2018. Mon nom seul. Les registres de l'impôt foncier, tous à jour, tous payés par mois. Les factures de services publics des 3 dernières années. Toutes montrant une contribution nulle de la famille de Jennifer. Le 25 mars, alors que tout le monde était parti pour la journée et Jennifer à son travail à temps partiel au cabinet dentaire, Michael censé chercher un emploi, Amber rencontrant des amis et j'ai installé la caméra. J'avais soigneusement étudié la loi de l'Arizona. Consentement d'une seule partie pour l'enregistrement. Ma maison, mon droit de la sécuriser. J'avais trouvé en ligne un système de caméra qui se déguisait en détecteur de fumée. Je l'ai commandé avec une livraison en 2 jours. L'installation a pris 1 heure. J'ai regardé un tutoriel sur mon ordinateur portable 2 fois, puis j'ai soigneusement retiré l'ancien détecteur de fumée dans le coin du salon. La nouvelle unité avait l'air identique, mais contenait un objectif de caméra grand angle à peine visible derrière la grille en plastique blanc. Je l'ai monté, j'ai testé la connexion sur mon téléphone. Vue parfaite du canapé, de l'entrée de la cuisine, de la majeure partie du rez-de-chaussée. Je n'ai ressenti aucune culpabilité. C'était ma maison, ma propriété. Ils avaient renoncé à toute attente de vie privée au moment où ils ont commencé à comploter pour tout me prendre. Les enregistrements se sont avérés précieux rapidement. Le 29 mars, j'avais des heures de séquence. Ce soir-là, j'étais assis à mon bureau dans ma chambre, porte verrouillée, ordinateur portable ouvert, en train de regarder. La voix de Jennifer est passée clairement. Je n'arrive pas à croire qu'il a dépensé $1200 pour ce collier. C'est notre argent. Michael, du canapé. Il est égoïste. Les personnes âgées deviennent comme ça. Quand cette maison sera à nous, la première chose que je ferai, c'est de la rénover. Cet endroit est coincé en 1985. On n'aura peut-être pas à attendre si longtemps. Il a quoi, 67 ans? Combien d'années lui reste-t-il, vraiment? J'ai sauvegardé le clip, je l'ai étiqueté avec soin. Preuve 329. Discussion héritage MP4. Un autre clip du 1er avril montrait Amber au téléphone avec une amie, assise dans les escaliers. Mon grand-père est tellement pénible. Il a fait tout un plat parce que ma mère a vendu un vieux collier. La voix de l'amie, faible, pourquoi l'a-t-elle vendu? On avait besoin d'argent pour Hawaï. Il ne voulait pas nous le donner, alors maman s'en est occupée elle-même. Honnêtement, je serai contente quand cette maison sera à nous et que nous n'aurons plus à supporter son drame. Mon visage est resté impassible pendant que je regardais, j'ai sauvegardé le clip, je l'ai ajouté au dossier grandissant. L'analyse financière a pris plus de temps. J'ai sorti 3 ans de relevés bancaires, je les ai étalés sur mon bureau, j'ai créé une feuille de calcul. Chaque prêt à Michael est entré dans le document avec les dates et les montants. $500 pour des réparations de voitures en mai 2022, $1200 pour une urgence dentaire en août 2022, $2000 pour une opportunité d'investissement en novembre 2022. Et ainsi de suite, mois après mois, j'ai ajouté des formules. J'ai vu le total grimper. Au moment où j'ai terminé, le nombre en bas indiquait $18,500. La colonne du remboursement réel ne contenait que des zéros. J'ai imprimé la feuille de calcul, je l'ai ajoutée à mon dossier de preuve. J'ai trouvé les relevés de carte de crédit de Jennifer mélangés à mon courrier. Elle utilisait mon adresse sans demander. Le voyage à Hawaï était clairement détaillé, $4200, y compris les vols, l'hôtel, les excursions, plus les $800 de la vente du collier d'Eleanor. Début avril, mon dossier était devenu épais de documentation, de photographies, de vidéos, de registres financiers, de documents de propriété, tout organisé avec des onglets et des étiquettes. Je me suis assis à mon bureau un soir, le dossier ouvert devant moi, et j'ai su qu'il était temps. J'ai pris mon téléphone, j'ai cherché, avocat en droit des aînés Phoenix. Le cabinet de Patricia Morrison est apparu en 3e position dans les résultats. Protection des droits des aînés, avocate expérimentée en droit des aînés. J'ai appelé le lendemain matin. Sa réceptionniste m'a donné rendez-vous pour le 3 avril à 14 h. L'immeuble de bureau en centre-ville s'élevait sur 12 étages, du verre et de l'acier reflétant le ciel du désert. Je me suis garé dans le garage,
j'ai pris l'ascenseur jusqu'au 3e étage. Le nom de Patricia Morrison sur une porte en verre, une salle de réception soignée avec des fauteuils en cuir et des revues juridiques sur une table d'appoint. La réceptionniste m'a conduit au bureau de Patricia. Elle s'est levée pour m'accueillir, une cinquantaine d'années, une mèche grise, les cheveux foncés tirés en arrière, un tailleur, des lunettes de lecture sur une chaîne autour du cou. Elle m'a serré la main fermement, m'a indiqué une chaise en face de son bureau organisé. Monsieur Davis, dites-moi ce qui se passe. J'ai posé mon dossier de preuve sur son bureau. Ma fille et sa famille vivent dans ma maison depuis 3 ans. Ils ne paient ni loyer ni ne contribuent aux dépenses. Ils m'exploitent financièrement et ils attendent que je meure pour tout prendre. L'expression de Patricia n'a pas changé. Elle a ouvert le dossier, a commencé à examiner les documents, a pris des notes sur son propre bloc-notes juridique, a posé des questions d'une manière vive et efficace. Paie-t-il quoi que ce soit pour les dépenses du ménage? Non. Leur avez-vous demandé de partir? Pas officiellement. Bien. Nous allons faire ça correctement. Elle a continué à parcourir le dossier, regardant des clips vidéo sur mon ordinateur portable, examinant la feuille de calcul, lisant les documents de propriété. 20 minutes de silence, sauf pour ces questions occasionnelles. Finalement, elle a levé les yeux. Monsieur Davis, cette documentation est excellente. Très complète. Depuis combien de temps la famille de votre fille vit-elle là? 3 ans, depuis le décès de ma femme. Et ils n'ont jamais payé de loyer, de services publics, ou contribué aux dépenses du ménage. Pas $1. Jennifer dit que la famille ne fait pas payer la famille. Patricia a hoché la tête en écrivant. Les avez-vous invités à vivre là en permanence, ou était-ce censé être temporaire? Temporaire. Juste jusqu'à ce qu'ils trouvent un endroit. C'était il y a 3 ans. Elle a posé son stylo, a joint les mains. Selon la loi de l'Arizona, ils sont locataires à volonté. Vous pouvez établir des conditions de location à tout moment. Et s'ils refusent de payer? Alors nous aurons des motifs d'expulsion. Mais nous faisons cela dans les règles. Tout documenté, tout légal. Combien de temps prend une expulsion? S'ils la contestent, peut-être 3 mois. Mais avec vos preuves de leur comportement, l'exploitation financière documentée de manière aussi approfondie, je ne pense pas que ça prendra aussi longtemps. La plupart des gens partent quand ils réalisent que vous êtes sérieux. Je touche le collier sous ma chemise. La présence d'Eleanor me guidant toujours, me protégeant toujours. Mes honoraires sont de $3000, a dit Patricia. Cela couvre les dépôts initiaux, la rédaction du contrat de location et la première phase de la procédure d'expulsion si nécessaire. C'est bon. Elle m'a étudié un instant. Vous êtes certain de vouloir faire ça? C'est votre famille. Ma femme m'a prévenu que cela arriverait. J'aurais dû l'écouter plus tôt. Patricia a sorti un contrat d'honoraires de son tiroir, l'a placé devant moi avec un stylo. Alors, mettons-nous au travail. J'ai signé d'une main ferme, ma signature nette au bas de la ligne, j'ai fait glisser le document sur son bureau. Elle l'a pris, l'a placé dans un dossier, ses mouvements précis et professionnels. J'aurai le contrat de location rédigé d'ici la semaine prochaine. Nous le signifierons officiellement et verrons comment ils réagissent. Je me suis levé, je lui ai serré la main à nouveau. Merci. Ne me remerciez pas encore. Ce n'est que le début. Je suis sorti de son bureau dans le couloir. La porte s'est refermée derrière moi avec un léger clic qui a semblé marquer la fin de quelque chose et le début d'autre chose. La guerre avait officiellement commencé. Une semaine après avoir signé le contrat avec Patricia, j'étais assis à mon bureau dans ma chambre, examinant le contrat de location qu'elle m'avait envoyé par email. 3 pages formatées professionnellement, dans son langage juridique. J'ai lu chaque clause 2 fois, puis une 3e fois. Loyer, $1500 par mois, payable le 1er de chaque mois. Paiement de 50% des frais de service public. Comportement respectueux envers le propriétaire et jouissance paisible des lieux. Préavis de 30 jours si le locataire ne respecte pas les conditions énoncées. Le loyer du marché pour un espace comparable à Phoenix était d'environ $2200. Patricia avait expliqué la stratégie, rendre les conditions raisonnables pour qu'aucun juge ne puisse les qualifier de punitives. Il ne s'agissait pas d'escroquer Jennifer. Il s'agissait d'établir mes droits en tant que propriétaire et leur statut de locataire. J'ai touché le collier sous ma chemise.
Eleanor approuverait cette approche méthodique. J'ai cliqué sur « Répondre », j'ai tapé « C'est parfait ». Procédons. J'ai appuyé sur « Envoyer » sans hésitation. Patricia a organisé la signification officielle. Le 10 avril, à 14 h, une femme est arrivée à ma porte avec un portefeuille en cuir, une tenue professionnelle, très sérieuse. Deborah Klein, notaire public. Jennifer est apparue derrière moi. Qui est-ce? Je me suis écarté, j'ai laissé Deborah entrer. Elle s'est dirigée vers la table de la salle à manger, a ouvert son portefeuille, a sorti le contrat de location et son sceau de notaire. Jennifer planait, la méfiance émanant d'elle. Mademoiselle Thompson, je suis ici pour vous signifier un contrat de location pour cette propriété. La voix de Deborah avait un poids formel. Veuillez le lire et signer pour accuser réception. Jennifer a arraché le document. Ses yeux ont parcouru rapidement la première page. Son expression s'est assombrie à chaque ligne. 1500 $ par mois? Les services publics? C'est insensé. Le document expose les conditions de résidence continue, a dit Deborah calmement. Vous n'êtes pas obligé d'accepter, seulement de reconnaître que vous l'avez reçu. Je ne signe rien. Deborah a fait une note sur son formulaire. Reçu noté. La signification est complète quoi qu'il en soit. Vous avez 30 jours pour répondre. Jennifer s'est retournée contre moi. Qu'est-ce que c'est? Une sorte de blague? C'est un contrat de location. Légalement requis. Nous sommes ta famille. Cette maison nous appartient. Cette maison m'appartient. L'acte de propriété est à mon nom. Vous êtes des locataires. Des locataires? Des locataires? Comment oses-tu? Michael a émergé du salon, a pris le contrat des mains tremblantes de Jennifer, l'a lu rapidement, son visage devenant rouge. Tu ne penses pas clairement, Wilbur. Peut-être que tu as besoin d'un médecin pour évaluer ton état mental. Mon état mental est excellent. Nous verrons ce qu'en dira un juge. Une audience de compétence. Nous obtiendrons la tutelle. Vous pouvez toujours essayer. Il s'est approché, utilisant son avantage de taille. Tu n'as aucune idée de ce que tu commences, vieil homme. Deborah a rassemblé son matériel efficacement, clairement habituée aux situations hostiles. Elle est partie sans cérémonie. La porte s'est refermée derrière elle avec un clic définitif. Les conditions sont raisonnables, ai-je dit dans le silence. En dessous du loyer du marché pour ce quartier. Nous ne te paierons pas de loyer, la voix de Jennifer s'est brisée. Alors vous devez partir. La mâchoire de Michael se contractait. Nous n'allons nulle part. Vous avez 30 jours. Après ça, la décision ne sera plus la vôtre. Je suis allé dans ma chambre, j'ai fermé la porte, je me suis assis sur le lit un moment, respirant régulièrement. À travers les murs, la voix de Jennifer s'est élevée de fureur. Le grondement plus profond de Michael a répondu. La voix plus aiguë d'Amber s'est jointe au cœur. J'avais d'autres coups à jouer. Il m'a fallu 30 minutes pour atteindre la banque en ville. Je me suis garé dans leur garage, j'ai pris l'ascenseur, j'ai demandé un directeur. Marcus, début de la trentaine, allure professionnelle, m'a conduit à son bureau. Comment puis-je vous aider aujourd'hui, monsieur Davis? J'ai fait glisser l'ancienne carte de signature de Jennifer sur son bureau. Je dois la retirer de tout accès à mes comptes. Marcus a tapé sur son ordinateur, a froncé les sourcils. Elle n'a pas accédé au compte récemment, mais il y a eu une tentative la semaine dernière, le 3 avril. Nous l'avons refusée parce qu'elle n'avait pas de pièce d'identité appropriée, mais elle a prétendu agir en votre nom. Ma mâchoire s'est crispée. Le 3 avril, le jour même où j'avais rencontré Patricia. Jennifer avait essayé de vider mes comptes pendant que j'obtenais une représentation légale. Retirez-la complètement. Nouveau mot de passe, nouvelle question de sécurité. Je vais également signaler le compte pour les tentatives de fraude. Marcus a pris des notes. Souhaitez-vous une documentation de la tentative d'accès? Oui. Imprimez le journal de sécurité. Il l'a fait. Je l'ai ajouté à mon dossier de preuves grandissant. Le lendemain matin, j'ai rencontré Andrew Morrison, un spécialiste en succession que Patricia avait recommandé. Son bureau occupait le 2e étage d'un immeuble calme près de Camelback Mountain.
Andrew a examiné mon testament existant tout à Jennifer, rédigé il y a 5 ans et l'a mis de côté, a sorti de nouveaux documents. Vous êtes certain de ces changements? Complètement certain. J'ai paraphé chaque page. 3 bénéficiaires, la Phoenix Homeless Coalition, la Memory Research Foundation et l'Arizona LD Rights Advocacy Center. Des organisations qui faisaient réellement du bien dans le monde. Jennifer ne recevrait rien. Andrew a été témoin de ma signature, a apposé son sceau de notaire, a scellé le document dans une enveloppe, m'a remis une copie. Effectif immédiatement, Monsieur Davis. Merci. De retour à la maison, j'ai évité le salon où ma famille se rassemblait, j'ai entendu Jennifer au téléphone. Je sais que l'avocat de maman pourrait aider. Je ne connaissais pas l'avocat de la famille d'Eleanor, mais je doutais qu'il prenne le parti de Jennifer une fois qu'il aurait compris la situation. Les jours suivants, j'ai tout documenté. Michael me bloquant accidentellement dans les couloirs. Jennifer fouillant mon courrier et j'ai trouvé plusieurs pièces ouvertes et repliées, cachées dans le tiroir de la cuisine sous les torchons, y compris la lettre de Patricia avec une stratégie juridique détaillée. Crime fédéral, manipulation du courrier. J'ai photographié les enveloppes violées, la cachette, tout. Soir du 14 avril. J'ai essayé de quitter ma chambre pour dîner. Michael était appuyé contre le mur juste devant ma porte. Excuse-moi. Il n'a pas bougé. Nous devons parler de cette absurdité de location. Bouge, s'il te plaît. Il s'est légèrement déplacé. Pas assez. Et si je ne le fais pas? J'appellerai la police. Il a ri. Pourquoi? Je suis debout dans un couloir. Il a finalement bougé, mais le message était clair. La caméra du couloir a tout capturé. Son positionnement délibéré, son refus de bouger, sa posture menaçante. La même nuit, il est allé plus loin. Je préparais du thé dans la cuisine quand il est entré, s'approchant trop près, envahissant mon espace. Quand j'ai essayé de le contourner, il m'a poussé. Pas assez fort pour me faire tomber, mais assez pour me faire trébucher contre le comptoir. Fais attention, vieil homme. Les accidents arrivent à ton âge. La caméra arrière a parfaitement capturé la scène. Sa main entrant en contact, mon corps se déplaçant sous la force, son sourire satisfait. Je n'ai pas répondu, j'ai pris mon thé dans ma chambre, j'ai verrouillé la porte. À mon bureau, j'ai tout compilé méthodiquement. Vidéo de Michael bloquant ma porte, vidéo de la poussée d'une agression claire, photo du courrier intercepté, notification bancaire sur la tentative d'accès de Jennifer. J'ai créé un dossier, preuve d'expulsion d'urgence, avec des sous-dossiers organisés, j'ai écrit un email à Patricia détaillant chaque violation. J'ai joint le dossier complet. Sa réponse est arrivée en quelques minutes. Appelez-moi immédiatement. Cela change tout. J'ai appelé, elle a répondu à la première sonnerie. Wilbur, la poussée est une agression. La manipulation du courrier est un crime fédéral. La tentative de fraude bancaire et de l'exploitation des aînés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous n'attendons pas 30 jours. Je dépose une demande d'expulsion d'urgence pour violence domestique et abus financiers. Dans combien de temps? Audience au tribunal dans les 2 semaines. Apportez toutes vos preuves. Ils vont regretter d'avoir fait monter les enchères. Le 15 avril, une autre notification de ma banque est apparue dans ma boîte de réception. Jennifer avait fait une deuxième tentative pour accéder à mon compte. Cette fois, en prétendant que je lui avais donné une procuration. La banque l'a refusé, l'a signalé comme une fraude potentielle envers les aînés. J'ai transféré l'email à Patricia. Objet, escalade. Corps du message, un mot, munition. J'ai cliqué sur « Envoyer », j'ai regardé la confirmation apparaître. J'ai fermé lentement l'ordinateur portable. À travers la porte de ma chambre, les voix de Jennifer et Michael s'élevaient dans une dispute, planifiant leur prochain coup, sans aucun doute. Croyant toujours qu'ils avaient des cartes en main. Ils n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. Le lendemain matin, je suis entré dans ma cuisine pour trouver Jennifer assise à table avec un étranger. Un homme en costume bon marché, une mallette ouverte, des papiers étalés devant lui. Les yeux de Jennifer étaient cerclés de rouge, des mouchoirs froissés dans son poing. Elle a levé les yeux. « Papa, voici mon avocat, Monsieur Carlson. Nous devons parler. » Robert Carlson s'est levé, m'a tendu la main.
Je l'ai serré, mais je suis resté debout. Monsieur Davis, j'ai examiné le contrat de location que vous avez signifié à ma cliente. Il a fait un geste vers une chaise. Je ne me suis pas assis. Je crois qu'il y a une marge de négociation. Les conditions sont maintenues. Jennifer a fait des gestes suppliants depuis son siège. Carlson l'a regardé, puis est revenu à moi. Monsieur, puis-je parler franchement? Il n'a pas attendu la permission. Vous êtes tout à fait dans votre droit. La maison est à votre nom seul. Les conditions de location sont raisonnables, en fait en dessous du taux du marché. Mon conseil juridique à ma cliente est de se conformer à l'accord ou de déménager. Le visage de Jennifer s'est décomposé. Ça ne peut pas être vrai. Dis-lui qu'il a tort, papa. Il n'a pas tort. Carlson a fermé sa mallette d'un claquement décisif. Mademoiselle Thompson, votre père possède cette propriété en pleine propriété. Vous n'êtes pas sur l'acte de propriété, ni sur l'historique de l'hypothèque. Il n'y a pas de revendication de possession adversative après seulement 3 ans. La relation familiale ne crée pas de droit de propriété. Légalement, vous êtes une locataire à volonté, et il établit des conditions formelles. Mais je suis sa fille. J'ai des droits. Pas sur sa propriété. Je suis désolé. Carlson s'est levé. Monsieur Davis, si vous voulez bien m'excuser. Il est parti rapidement, voulant clairement prendre ses distances avec l'hystérie grandissante de Jennifer. Dès que la porte s'est fermée, Jennifer s'est retournée contre moi. Je n'arrive pas à croire que tu fasses ça. Maman serait anéantie. Ta mère m'a laissé une lettre. Elle m'a prévenu à ton sujet. Jennifer s'est figée. Quelle lettre? Tu mens. Elle savait exactement qui tu étais. Elle avait raison sur tout. Ses larmes se sont arrêtées comme si un interrupteur avait été actionné, sa voix s'est durcie. Tu vas le regretter. Elle s'est précipitée dans la chambre d'amis, a claqué la porte. Je l'ai entendue au téléphone immédiatement, sa voix montant et descendant en plainte. Les jours suivants, elle a lancé une campagne systématique. Elle a frappé à la porte de ma chambre en plein milieu de la journée, transformée en vulnérabilité, des mouchoirs à la main, les yeux noyés de larmes fabriquées. Papa, s'il te plaît. Je ne dors pas. J'ai des douleurs à la poitrine. Le stress me tue. Elle a tendu la main vers la mienne. J'ai gardé la mienne à mes côtés. J'ai tellement sacrifié pour être ici avec toi après la mort de maman. Comment peux-tu me faire ça? J'ai regardé sa performance avec détachement. La lettre d'Eleanor m'avait immunisé contre cette manipulation. Il te reste 29 jours. J'ai fermé la porte. Ses sanglots semblaient faux, même à travers le bois. L'approche de Michael était différente, plus directe, plus physique. J'ai essayé de quitter ma chambre le lendemain matin. Il était dans le couloir, appuyé contre le mur, juste devant ma porte. Pas tout à fait en train de la bloquer, mais assez près pour que je doive me faufiler pour passer. Excuse-moi. Il n'a pas bougé. Nous devons parler de cette absurdité de location. Bouge, s'il te plaît. Il a déplacé son poids, pas assez pour créer un passage. Et si je ne le fais pas? J'appellerai la police. Pourquoi? Je suis debout dans un couloir. Son sourire ne contenait aucune chaleur. J'attends pour utiliser la salle de bain. C'est un crime? Il a finalement bougé, mais pas avant de m'obliger à me tourner sur le côté pour passer. La caméra du couloir a capturé son positionnement délibéré, son intimidation calculée. Cet après-midi-là, j'ai de nouveau trouvé mon courrier dans le tiroir de la cuisine, 3 jours de courrier, y compris une autre lettre de Patricia, déjà ouverte. Mes mains tremblaient en photographiant les preuves. Manipulation du courrier fédéral. J'ai immédiatement envoyé les photos à Patricia. La pression sociale est venue d'Amber. Elle publiait régulièrement depuis que le contrat de location avait été signifié, créant un récit de victimisation pour ses abonnés. Mon voisin, Monsieur Chen, m'a approché à la boîte aux lettres. Wilbur, j'ai vu des publications en ligne. Ta petite fille a dit, enfin, est-ce que tout va bien? Tout va bien, Tom. Elle a laissé entendre que tu avais une sorte de crise. Des problèmes de mémoire, peut-être. J'établis des conditions de location pour ma propriété. C'est tout. Son expression montrait qu'il ne me croyait pas tout à fait. D'accord.
Eh bien, si tu as besoin de quoi que ce soit. Il s'est éloigné rapidement, me laissant seul avec mon courrier. De l'autre côté de la rue, Madame Patterson m'a vu, s'est retournée et est rentrée sans son salut habituel. La campagne d'Amber fonctionnait. Le quartier se retournait contre moi sur la base de mensonges publiés sur les réseaux sociaux. Le 14 avril, Michael a franchi la dernière ligne. Je préparais du thé dans la cuisine. Il est entré, s'est approché trop près. Quand j'ai essayé de le contourner, il a posé sa main sur ma poitrine et a poussé. Pas assez fort pour me faire tomber, mais assez pour me faire trébucher en arrière contre le comptoir, assez pour que je doive me rattraper au bord. Fais attention, vieil homme. Les accidents arrivent à ton âge. Je n'ai rien dit, j'ai pris mon thé et je suis parti. Derrière moi, la voix de Jennifer, Michael, pas dans la maison. Mais la caméra avait tout capturé, sa main établissant un contact clair, mon corps forcé en arrière, son ton menaçant. Dans ma chambre, je me suis assis à mon ordinateur portable et j'ai méthodiquement compilé les preuves, des clips vidéo organisés par date et par gravité, des photos de courriers falsifiés, des captures d'écran de notifications de fraude bancaire, les publications d'Amber sur les réseaux sociaux archivés. J'ai créé un document chronologique complet faisant référence à chaque incident avec des preuves à l'appui. Tout organisé, tout documenté, tout prêt pour le tribunal. J'ai envoyé le dossier complet à Patricia. Sa réponse est venue rapidement. Timing parfait. L'audience d'urgence est prévue pour le 2 mai, dans 2 semaines. Ils ne sauront pas ce qui leur arrive. Le même après-midi, une autre notification est arrivée de ma banque. Jennifer avait de nouveau tenté d'accéder à mon compte, affirmant que je lui avais accordé une procuration. La banque a refusé, a signalé le compte, m'a contacté pour vérifier. Je les ai appelés immédiatement, j'ai confirmé la tentative de fraude, j'ai demandé une documentation complète. Ils l'ont envoyé dans l'heure. Je l'ai transféré à Patricia avec un seul mot dans le corps du message, munitions. Sa réponse, c'est de l'exploitation financière des aînés de Manuel. Combiné à l'agression et à la manipulation du courrier, nous avons un cas écrasant. Commencez mentalement à faire leur carton. C'est fini pour eux. Je me suis tenu à la fenêtre de ma chambre, regardant le soleil descendre vers les montagnes de l'ouest. Phoenix s'étalait en dessous dans la lumière ambrée, la ville où Eleanor et moi avions construit notre vie ensemble, où nous avions élevé Jennifer, acheté cette maison, travaillé, économisé et planifié un avenir que nous pensions paisible. Dans le salon, je pouvais entendre ma famille se disputer. La voix de Jennifer, aiguë de panique. Le grondement défensif de Michael. Amber se plaignant de devoir déménager. Ils pensaient toujours qu'ils étaient en train de gagner. Ils croyaient toujours que leurs larmes, leurs menaces et leurs publications sur les réseaux sociaux me forceraient à capituler. Ils n'avaient aucune idée que le piège s'était déjà refermé sur eux. J'ai touché le collier d'Eleanor à travers ma chemise, j'ai senti leur chaud contre ma peau, et je me suis permis le plus petit des sourires. 2 semaines avant l'audience, 14 jours avant que la justice n'arrive. Je pouvais attendre. 2 semaines plus tard, j'étais assis dans une salle d'audience, regardant la juge Margaret Stone examiner des documents à son banc. L'audience d'urgence était arrivée. Patricia était assise à côté de moi, 2 classeurs accordéons sur la table devant elle. De l'autre côté de l'allée, Jennifer était blottie avec Carlson et Michael, tous les 3 évitant mon regard. La juge Stone a levé les yeux, des cheveux gris acier encadrant des yeux vifs qui avaient clairement vu d'innombrables conflits familiaux. J'ai examiné les preuves soumises par Madame Morrison. Les vidéos sont particulièrement troublantes. Carlson s'est levé. Votre honneur, c'est un différend familial. Les émotions sont vives. Monsieur Carlson, une agression est une agression, peu importe la relation familiale, et la manipulation du courrier est un délit fédéral. La voix de la juge a coupé court à son excuse. J'émets une ordonnance restrictive temporaire. Monsieur Thompson se tiendra à une distance d'au moins 3 mètres de Monsieur Davis à tout moment dans la résidence partagée. Toute violation entraînera une arrestation immédiate. Michael a hoché la tête à contre-cœur, la mâchoire serrée. L'audience d'expulsion complète est prévue pour le 2 juillet. Monsieur Davis est dans son droit d'établir des conditions de location ou de demander l'évacuation de sa propriété. Patricia s'est penchée près de moi alors que nous nous levions. 2 mois, mais nous sommes en train de gagner. La famille est rentrée à la maison cet après-midi-là. L'ordonnance restrictive n'a rien changé de fondamental.
Michael gardait ses distances physiquement, mais l'hostilité restait épaisse comme de la fumée. Ils ont refusé de payer les 1500 $. Ils ont ignoré chaque communication de Patricia. Ils squattaient ma maison, pariant que j'abandonnerais. Mi-mai, j'ai pris une décision qui a surpris même Patricia. Je veux vendre la maison. Silence au téléphone, puis, Wilbur, c'est radical, mais stratégiquement brillant. Supprimer l'atout pour lequel ils se battent. Exactement. Elle a recommandé Robert Santos, un agent immobilier qui gérait les situations difficiles avec professionnalisme. Il est arrivé le 20 mai à 10 h du matin, avec un portefeuille en cuir et un appareil photo numérique. Monsieur Davis, voyons ce que nous avons là. Je lui ai fait visiter. Il a photographié chaque pièce. Le salon avec le désordre de la famille mis de côté. La cuisine démodée mais fonctionnelle. Les chambres montrant des signes d'usure. Il a mesuré avec un appareil laser. A pris des notes sur une tablette. Jennifer regardait depuis le couloir, les bras croisés, méfiante mais ne comprenant pas encore. Dans le jardin, Robert a mesuré la clôture. Jennifer est sortie en trombe. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites? Robert est resté professionnel. Je suis un agent immobilier agréé qui effectue une évaluation de la propriété. Elle s'est tournée vers moi sur la terrasse, son visage perdant ses couleurs. Papa, qu'est-ce qui se passe? Je vends la maison. Non, non, tu ne peux pas, elle a avancé, puis s'est arrêtée, se souvenant que l'ordonnance restrictive s'appliquait à Michael, calculant si elle s'appliquait à elle. Cette maison est à nous. J'ai grandi ici. C'est ma maison. Mon nom sur l'acte de propriété, ma décision. Robert a terminé ses mesures, m'a remercié tranquillement, a laissé Jennifer debout dans le jardin, l'air abattu. Le lendemain, il a appelé avec son évaluation. La propriété est en bon état. Quelques mises à jour cosmétiques aideraient, mais elle est commercialisable en l'état. Je la mettrai en vente à 385 000 $. Vous devriez vous attendre à des offres entre 375 000 et 385 000 $ d'ici 2 semaines. À quelle vitesse pouvons-nous avancer? Mettez-la en vente demain. Avec le marché de Phoenix, vous aurez des offres d'ici le week-end. Faites-le. Une semaine plus tard, Robert est revenu avec un camion de société et un assistant. Ils ont installé une grande pancarte dans le jardin avant, rouge et blanche, impossible à manquer. À vendre, en lettres grasses, la photo de Robert et son numéro de téléphone en dessous. Jennifer regardait depuis la fenêtre du salon, le visage tordu de rage et d'incrédulité. En quelques heures, l'annonce a été mise en ligne. Mon téléphone a vibré avec une notification. Votre propriété est maintenant active sur le MLS. J'ai montré à Patricia via un appel vidéo. Elle a souri. Parfait. La première visite a eu lieu 3 jours plus tard. Un jeune couple, Sarah et Marcus Chen, tous deux au début de la trentaine, ont traversé maladroitement. Je m'étais retiré dans ma chambre, mais je pouvais les entendre se déplacer dans la maison. La famille de Jennifer est restée sur place, regardant les intrus avec hostilité. Michael s'est délibérément étalé sur le canapé, les mettant mal à l'aise. La voix de la jeune femme est parvenue dans le couloir. Les occupants actuels sont-ils inclus? La réponse diplomatique de Robert, la propriété sera vacante à la clôture. Malgré l'hostilité, ils étaient intéressés. Robert m'a appelé ce soir-là. Ils font une offre. 383 000 $. 2 000 $ en dessous du prix demandé, mais ils sont prêts à prouver et veulent une clôture rapide. Acceptez-la. Vous êtes sûr? Vous ne voulez pas contre-offrir pour le prix demandé complet. La vitesse compte plus que 2 000 $. Acceptez-la. Pendant ce temps, Jennifer faisait des tentatives désespérées pour construire une défense. J'ai regardé de ma fenêtre alors qu'elle approchait Madame Patterson sur le trottoir. Leur voix traversait la cour. Madame Patterson, j'ai besoin de votre aide. Mon père essaie de nous expulser. Pouvez-vous témoigner que je me suis occupé de lui? L'inconfort de Madame Patterson était visible même de loin. Oh, ma chère. Je ne suis pas sûr de pouvoir faire ça. Vous m'avez vu ici. Vous savez que je m'occupe de lui. Jennifer, ma chérie, je vous ai vu, vous et votre famille, vivre dans sa maison. Je n'ai pas vu beaucoup de soins, pour être honnête.
Vous ne comprenez pas la situation. Je pense que je la comprends très bien. Madame Patterson s'est éloignée rapidement. Jennifer a essayé 2 autres voisins avec des résultats similaires. Personne ne témoignerait de quelque chose dont il n'avait pas été témoin. Fin mai, j'ai rencontré Robert dans un café pour finaliser l'acceptation. Il a étalé l'offre d'achat sur la petite table. Plusieurs pages de documents juridiques, des lignes de signature surlignées en jaune. Paraphé ici, ici, et ici. Signé en bas. J'ai pris son stylo, un instrument en argent lourd. J'ai paraphé 3 pages avec soin, j'ai signé de mon nom complet sur la page d'acceptation. Wilbur Davis. Ma signature était ferme, sans hésitation. Robert a contresigné en tant qu'agent, a glissé les documents dans son portefeuille. Je soumettrai ceci à leur agent aujourd'hui. La clôture est prévue pour le 15 août. Nous nous sommes serrés la main. Alors que je sortais sous le soleil éclatant de juin, mon téléphone a vibré. Un SMS de Patricia. Le 2 juillet est dans 3 semaines. Êtes-vous prêt? J'ai répondu un mot, oui. Je me suis réveillé avant l'aube le 2 juillet, j'ai mis le costume sombre que j'avais porté à l'enterrement d'Eleanor 3 ans plus tôt, j'ai redressé ma cravate dans le miroir, voyant mon propre visage, plus vieux maintenant, plus dur en quelque sorte. J'ai touché le collier sous ma chemise, j'ai senti l'or chaud à travers le tissu. C'était le jour J. Patricia m'a retrouvé dans le couloir du palais de justice à 9 heures. Elle portait un tailleur élégant, portait ses mêmes classeurs accordéons, maintenant encore plus épais de preuves. Nous avons tout ce dont nous avons besoin, a-t-elle dit. Preuves vidéo, dossier financier, documentation médicale, déclaration de témoins des voisins. Jennifer est arrivée quelques instants plus tard avec Carlson, Michael et Amber. Nous nous sommes assis de part et d'autre du couloir, sans parler. Le silence semblait approprié. À 10 heures, nous sommes entrés dans la salle d'audience. La juge Stone a pris son siège, a examiné brièvement les papiers, a levé les yeux. Madame Morrison, vous pouvez commencer. Patricia s'est tenue au pupitre. Un écran avait été installé pour la présentation vidéo. Elle a diffusé le clip de Michael me poussant contre le comptoir. La juge s'est penchée en avant, regardant attentivement. Ceci a été enregistré le 14 avril, la veille de notre dépôt de demande d'aide d'urgence. Elle est passée à la feuille de calcul financière. Ce sont des prêts documentés totalisant 18 500 $ sur 3 ans. Pas un dollar remboursé. Ensuite sont venus mes dossiers médicaux. Pression artérielle 152/95e. Symptômes documentés liés au stress. Les notes du médecin indiquent que le patient signale un environnement domestique hostile. Chaque pièce a construit un récit indéniable. Carlson s'est levé lorsque Patricia a terminé, a tenté d'humaniser Jennifer. Votre honneur, ma cliente vivait dans sa maison d'enfance. Il y avait un accord. La juge Stone l'a interrompu. Y avait-il un accord écrit établissant cet accord? Non, mais... Les accords verbaux concernant l'occupation d'une propriété doivent être formalisés. Monsieur Davis a tenté de faire exactement cela avec le contrat de location. Votre cliente a refusé. Elle lui a fait signe de s'asseoir. J'en ai assez entendu. Le silence s'est fait dans la salle d'audience. J'ai examiné toutes les preuves soumises. L'exploitation financière est claire et documentée. Les preuves vidéo montrent un schéma d'intimidation et de harcèlement. La juge Stone a regardé directement Jennifer. Mademoiselle Thompson, on vous a donné des conditions de location raisonnables. Vous avez refusé. On vous a donné plusieurs occasions de quitter les lieux volontairement. Vous avez refusé. Les mains de Jennifer se sont agrippées au bord de la table. J'accorde l'expulsion. Vous avez 30 jours, jusqu'au 1er août. Si vous n'êtes pas parti d'ici là, le shérif exécutera l'ordre. Jennifer s'est mise à pleurer. Michael regardait droit devant lui, abasourdi. Amber a attrapé son téléphone avant que l'huissier ne se racle la gorge de manière significative. À l'extérieur de la salle d'audience, Jennifer m'a approché dans le couloir. Son visage était marbré. Le mascara avait coulé. Papa, s'il te plaît, ne fais pas ça. Nous allons changer. Nous paierons le loyer. C'est trop tard pour ça. Où sommes-nous censés aller? Ce n'est plus mon problème. Comment peux-tu être si froid? Nous sommes ta famille. Je l'ai regardé.
Vraiment regardé, voyant les traits d'Eleanor sur son visage, mais aucune de la chaleur d'Eleanor. Vous avez eu 3 ans après la mort de votre mère pour agir comme une famille. Vous avez choisi d'agir comme des parasites à la place. Elle a reculé comme si je l'avais giflée. Patricia a touché mon bras. Wilbur, nous devrions y aller. La vente a progressé selon son propre calendrier. Mi-juillet, un inspecteur en bâtiment a fait le tour avec Sarah et Marcus Chen à sa suite. Les cartons de Jennifer étaient déjà empilés dans les coins. La réalité du départ s'installant. L'inspecteur a vérifié les panneaux électriques, la plomberie, les fondations. Le chauffe-eau est plus ancien. Le toit a peut-être encore 5 ans. Rien de majeur. Sarah m'a demandé doucement, vous vivez ici depuis longtemps? 40 ans. J'ai construit la plupart de la terrasse moi-même. Marcus a souri. C'est une bonne maison. Solide. Elle mérite une famille qui l'appréciera. Sarah a compris ce que je ne disais pas, nous en prendrons bien soin. C'est tout ce que je demande. Le 19 juillet, un jour avant la date limite, un camion de location est apparu dans l'allée. Je suis resté dans ma chambre, porte fermée, écoutant les bruits du départ, des meubles raclant les sols, des boîtes qui cognent, la voix de Jennifer donnant des ordres secs. Amber se plaignant de devoir soulever des charges lourdes. Les voisins regardaient depuis leur jardin, témoins du départ de la famille. On a frappé à ma porte. J'ai ouvert. Jennifer était là, épuisée, vaincue, couverte de sueur et de poussière. Tu es content maintenant? Tu as eu ce que tu voulais. Je ne voulais pas ça. Vous m'y avez forcé. Je ne te pardonnerai jamais. Je n'ai pas besoin de ton pardon. J'ai l'approbation d'Eleanor. Ça me suffit. Son visage s'est durci. J'espère que tu es satisfait. Je ne suis pas satisfait, mais je suis libre. Elle s'est détournée. Quelques minutes plus tard, le moteur du camion a rugi. J'ai regardé de ma fenêtre alors qu'il quittait l'allée, emmenant ma fille, peut-être pour la dernière fois. La maison a semblé différente immédiatement, plus légère. L'air circulait plus librement. J'ai traversé les pièces vides alors que la lumière du soir filtrait à travers les fenêtres. Chaque pas résonnait. Dans le salon, de profondes rayures marquaient le parquet là où le canapé avait été traîné. La chambre principale avait un trou de la taille d'un poing dans le mur. La colère de Michael laissant sa marque. Le comptoir de la cuisine était taché. Une porte de placard pendait de travers. J'ai tout photographié avec mon téléphone, narrant doucement. 19 juillet, 18h. Documentation de l'État après le départ des occupants. Je n'avais pas l'intention de les poursuivre pour les dommages. J'avais déjà gagné, mais la documentation semblait nécessaire. Preuve finale de qui ils étaient vraiment. Debout au centre du salon, je tenais mon téléphone affichant la trace de la destruction. Murs abîmés, sol taché, luminaires cassés. Je ne me sentais pas en colère en regardant ces images. Je me sentais validé. Eleanor avait eu raison sur tout. Sa lettre m'avait préparé à ce moment, à ces gens portant des visages familiers, mais vides d'amour. À travers la fenêtre avant, la pancarte à vendre se dressait dans le jardin avec un bandeau rouge vendu attaché en haut. 4 semaines avant la clôture, 4 semaines avant que je ne quitte cette maison pour toujours. J'ai touché le collier une dernière fois, puis je suis allé dans ma chambre pour commencer mes propres cartons. Le silence était extraordinaire. Après 3 ans de chaos, de voix, de demandes et d'hostilité, le silence ressemblait à un cadeau. J'étais libre. 3 jours après le départ de la famille, j'étais assis à mon ordinateur portable dans la maison vide, parcourant les annonces immobilières à Scottsdale. Le silence résonnait autour de moi, les pas, la respiration, le clic des touches, tout était amplifié par l'absence. Mes cartons d'emballage bordaient les murs, une vie entière compressée dans du carton. J'avais défini des paramètres de recherche spécifiques, condo ou appartement de 2 chambres, quartier sûr, moins de $200 000. Recommencer à 0 à 67 ans, entièrement selon mes propres termes. La première propriété que j'ai visitée ne me convenait pas, trop moderne, tout en verre et en acier, sans chaleur. La seconde était au rez-de-chaussée, ce qui me mettait mal à l'aise après des années à me sentir vulnérable dans ma propre maison. Puis l'agent immobilier m'a montré un appartement au 2e étage dans un complexe calme de Scottsdale. C'est une communauté pour les 55 ans et plus. Très calme, très sécurisé.
Je suis sorti sur le balcon. Vue sur les montagnes, brise de l'après-midi, d'autres résidents de mon âge promenant des chiens en bas. Le complexe avait un portail de sécurité, des caméras, une salle communautaire que je n'utiliserai probablement jamais. Pouvons-nous faire une offre aujourd'hui? Elle a semblé surprise. Bien sûr. À quoi pensez-vous? Prix demandé complet, en espèces, sans condition. Début août, l'achat a été finalisé. 95 000 $. J'ai utilisé l'argent caché d'Eleanor et une partie du produit de la vente de la maison. Pas d'hypothèque. La liberté de cela semblait extraordinaire. J'ai passé une semaine à transformer la deuxième chambre en atelier. J'ai déballé des outils électriques encore emballés dans leur plastique d'usine. J'avais vendu mon ancien équipement il y a des années, lorsque les besoins de Jennifer consommaient mon temps et mon espace. Maintenant, j'ai installé un établi, un panneau perforé pour les outils, j'ai arrangé méthodiquement des bacs de rangement. Le bruit de la scie à table, quand je l'ai testé, était profondément satisfaisant, familier. J'ai choisi du chêne pour mon premier achat de bois, j'ai commencé à couper des pièces pour une boîte cadre pour le collier d'Eleanor. L'assure remplissait l'air. Pour la première fois depuis des années, je créais quelque chose plutôt que de gérer le chaos de quelqu'un d'autre. Le 15 août est arrivé, le jour de la clôture. J'ai rencontré Sarah et Marcus Chen à la société de titres. Bureau fade, mur beige, pile de documents. Nous nous sommes assis l'un en face de l'autre à la table de conférence. L'agent de titre a expliqué chaque document. J'ai signé page après page, ma signature automatique après des décennies de contrats d'ingénierie. Sarah a fait glisser une enveloppe sur la table. Nous vous avons écrit une lettre pour plus tard. Je l'ai acceptée, l'ai glissée dans ma veste. Marcus a remis un chèque pour le solde du produit de la vente. L'agent de titre a passé les clés de la maison au chêne. Les yeux de Sarah étaient brillants. Merci de nous avoir confié votre maison. Faites-en la vôtre maintenant. C'est ce dont elle a besoin. Je suis sorti en ne portant qu'une boîte de photos et le collier d'Eleanor. Je n'ai pas regardé en arrière. J'ai conduit directement à mon nouvel appartement. J'ai déballé mes quelques affaires. Ce soir-là, je me suis assis sur mon nouveau canapé dans l'espace calme qui était entièrement le mien. J'ai ouvert l'enveloppe de Sarah, j'ai lu leur lettre. Nous voulons que vous sachiez que nous comprenons le sacrifice que vous avez fait. Nous la remplirons d'amour et de rire. Vous nous avez donné plus qu'une maison. Vous nous avez donné un avenir. Je l'ai plié avec soin, l'ai placé dans le tiroir de mon bureau à côté de la lettre d'Eleanor, 2 messages d'espoir de 2 sources différentes. Pendant ce temps, j'avais ouvert un nouveau compte bancaire dans une autre institution, j'avais transféré environ 210 000 $ après tous les achats et dépenses, j'avais mis en place des paiements automatiques pour les services publics, les frais de copropriété, tout organisé avec la précision que j'appliquais autrefois aux projets d'ingénierie. Pour la première fois depuis des années, j'ai examiné mes comptes sans anxiété, sans me demander ce que Jennifer avait pris ou ce que Michael avait emprunté. Elle a essayé de m'appeler. J'ai regardé son nom apparaître sur mon écran, j'ai laissé aller à la messagerie vocale, je n'ai pas écouté. Un autre appel. Un autre. J'ai ouvert mes paramètres, j'ai fait défiler jusqu'à bloquer le contact. J'ai confirmé. Un SMS d'un numéro différent. Celui de Michael. Tu nous dois de l'argent. On est de la famille. Bloqué. Un autre du numéro d'Amber. Papy, s'il te plaît, réponds. Bloqué. J'ai changé de numéro le lendemain. Je ne l'ai donné qu'à Patricia, à mon médecin et au bureau de sécurité du complexe. Fin août, on a frappé à la porte de mon appartement. J'ai regardé par le Judas. Jennifer était là, l'air épuisé, désespéré. Papa, je sais que tu es là. S'il te plaît, nous devons parler. Nous avons fait des erreurs, mais nous sommes de la famille. J'ai reculé en silence, je me suis assis dans mon fauteuil. Sa voix a continué, étouffée par la porte. On a du mal. On n'a pas les moyens. S'il te plaît, papa. D'autres coups. Une porte s'est ouverte dans le couloir. Une voix d'homme. Madame, si vous ne partez pas, j'appelle la sécurité. Jennifer, c'est mon père. Il ne répond pas, vous devez partir. Des pas qui s'éloignent. Enfin, le silence. Je n'ai ressenti aucune culpabilité.
Je me sentais libre. Ce soir-là, j'étais dans mon atelier, travaillant sur la boîte cadre, en chaîne avec des joints en queue d'aronde, nécessitant précision et patience. J'ai appliqué la colle à bois avec soin, j'ai assemblé les pièces, je les ai serrées pour qu'elles sèchent. Quand elle fut terminée, j'ai monté le collier d'Éléanore à l'intérieur, je l'ai accroché au mur de mon salon, à une place d'honneur. L'or captait la lumière de la lampe, brillant doucement. Je suis allé à ma fenêtre, j'ai regardé les montagnes de Scottsdale, s'assombrissant contre le ciel orangé. Demain, c'était le 28 août, 3 ans depuis le décès d'Éléanore. J'avais des projets pour cet anniversaire. De bons projets. Des projets paisibles. 2 jours avant l'anniversaire d'Éléanore, je me suis assis une dernière fois dans le bureau de Patricia Morrison. Elle a fait glisser un document sur son bureau. Mon testament nouvellement finalisé. C'est officiel. Tout va aux 3 œuvres de charité comme vous l'avez spécifié. Votre fille est explicitement exclue avec une explication qu'elle a déjà reçu ce que vous considérez comme sa juste part de votre vivant. J'ai lu à voix basse la section pertinente. À ma fille, Jennifer Davis Thompson, je ne laisse rien car elle a déjà reçu un soutien financier substantiel de mon vivant et a démontré par ses actions qu'elle accorde plus de valeur à mes biens qu'à notre relation. J'ai paraphé chaque page, signé les 3 copies. Patricia et son assistante juridique ont été témoins, le sceau du notaire a été apposé. Vous êtes protégé, a dit Patricia. Elle m'a montré un autre document, un rapport médical du docteur Sarah Patel, spécialiste en gériatrie. Jennifer a tenté de déposer une demande de tutelle, affirmant que vous étiez mentalement inapte à gérer vos affaires. Je n'étais pas surpris. J'ai organisé une évaluation complète. Les résultats, cognitivement vifs, physiquement en bonne santé, pleinement compétent. Sa requête a été rejetée immédiatement. Je me suis senti justifié, mais pas choqué. J'avais toujours su que j'allais bien. C'était Jennifer qui était brisée. Patricia m'a tendu une autre lettre. Ceci est arrivé de Carlson hier, demandant une médiation familiale pour réparer les relations. Je l'ai lu une fois. Le désespoir était transparent. Jennifer avait besoin d'argent. Elle espérait qu'une réconciliation pourrait mener à un héritage. Non, ai-je dit simplement. Je vais rédiger une réponse déclinant. L'affaire est close. Merci, Patricia. Pour tout. Elle a souri. Ce fut un plaisir, Wilbur. Vous méritez la justice. Le 28 août est arrivé. 3 ans exactement depuis la mort d'Éléanore. Je me suis réveillé avant l'aube dans mon nouvel appartement. J'ai fait du café dans ma petite cuisine. Le rituel familier me semblait juste. J'ai soigneusement retiré le collier d'Éléanore de la boîte cadre, je l'ai tenu dans ma paume. Le métal était frais, le médaillon en forme de cœur parfait. Je l'ai ouvert. Le petit espace où sa note avait été cachée était vide maintenant, mais je me souvenais de chaque mot. Je me suis assis dans mon fauteuil, le collier dans une main, sa lettre du tiroir de mon bureau dans l'autre. Je l'ai relue. Sois fort. Vis pour toi. Je l'ai fait, Éléanore, ai-je murmuré à la pièce silencieuse. Je suis libre. Les larmes sont venues, non pas de tristesse, mais de libération. Elle m'avait sauvé même après la mort, m'avait donné la permission de me choisir plutôt que l'obligation. Tu avais raison sur tout. Merci de ne pas avoir abandonné. J'ai remis le collier à sa place d'honneur sur le mur, où il captait la lumière du matin. Cet après-midi-là, j'ai rencontré Denny Morrison dans un Starbucks à Scottsdale, un vieil ami de mes jours d'ingénieur, quelqu'un avec qui j'avais perdu contact lorsque la famille de Jennifer a consumé ma vie. Il était là le premier, cheveux gris, sourire chaleureux. Nous nous sommes serrés la main, le geste se transformant en une brève accolade. J'ai essayé de t'appeler plusieurs fois au fil des ans, a dit Denny alors que nous nous asseyions avec notre café. Ça tombait toujours sur la messagerie vocale. J'étais occupé. Ma fille et sa famille ont emménagé après la mort d'Éléanore. La compréhension a éclairé son expression. Ah, ce genre d'occupé. Nous avons parlé pendant 2 heures d'Éléanore, de projets d'ingénierie datant de décennies, des petits-enfants de Denny. Finalement, j'ai dit, je vis seul maintenant, par choix. Denny a souri. Bravo, Wilbur. Ce n'était pas vivre, avant. Non, mais ça l'est maintenant. Que dirais-tu d'une partie d'échecs jeudi prochain? Prépare-toi à perdre. Marché conclu.
C'était le premier engagement social que je prenais pour moi-même depuis des années. Ce soir-là, j'étais dans mon atelier, travaillant sur une boîte en chêne, des joints en queue d'aronde, nécessitant précision et patience. J'avais construit la boîte cadre pour le collier d'Eleanor. Cette boîte n'avait pas encore de but précis. Peut-être que je la donnerais à Denny. Peut-être que je la garderais pour mes propres petits trésors. Peu importait. Ce qui importait, c'est que je la fabriquais de mes propres mains, à mon propre rythme, pour mes propres raisons. J'ai appliqué de la colle sur le dernier joint, j'ai ajusté les pièces avec soin, j'ai passé ma main sur le bois lisse, sentant le grain. La satisfaction était profonde. En travaillant, j'ai pensé au voyage. La lettre d'Eleanor cachée dans le collier, la découverte de ses économies, la bataille juridique, l'expertise de Patricia, la vente de la maison, ce nouveau départ. Je ne me sentais pas victorieux. Je me sentais équilibré. J'ai nettoyé mes outils méthodiquement, balayé la sûre, examiné la boîte terminée à la lumière. Les joints étaient parfaits. Je les posais sur l'établi, satisfait de mon travail. J'ai éteint la lumière de l'atelier et je suis entré dans mon salon. Le collier d'Eleanor brillait doucement dans la lumière du soir depuis la fenêtre. L'or captait les derniers rayons de soleil, projetant de minuscules reflets sur le mur, comme des étoiles, comme des promesses tenues. Je suis allé à la fenêtre, j'ai regardé les montagnes de Scottsdale, s'assombrissant contre le ciel orangé. Mon téléphone était silencieux sur le comptoir. Mon numéro, mes contacts, mon contrôle. Demain, je retrouverai Denny pour une partie d'échecs. La semaine prochaine, je terminerai un autre projet dans mon atelier. Le mois suivant, qui sait? L'avenir n'était pas écrit, et pour la première fois depuis des années, cela ressemblait à de la liberté plutôt qu'à de la peur. J'ai touché ma chemise là où le collier reposait autrefois contre ma poitrine. Il était sur le mur maintenant, visible, honoré, mais plus une armure. Je n'avais plus besoin d'armure. J'ai souri, un sourire sincère et paisible, et je me suis tourné vers ma cuisine pour préparer le dîner, juste pour moi. Exactement ce qu'il fallait. Si vous aimez cette histoire, s'il vous plaît, aimez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, et partagez vos impressions sur cette histoire dans les commentaires. Pour écouter l'histoire suivante, cliquez sur la boîte à gauche. Merci d'avoir regardé.